J'ai réalisé cette vidéo afin de retracer l'histoire d'une émission de radio qui a été diffusée durant près de 20 ans et qui s'intitule « Les Maîtres du Mystère ». Elle s'adresse non seulement aux auditeurs, anciens ou récents de la série, mais aussi aux néophytes, à qui j'aimerais faire découvrir cette émission qui a profondément marqué l'histoire de la radio française. Dans un premier temps, je reviendrai sur les origines des Maîtres du Mystère, puis j'expliquerai les nombreuses évolutions de la série, du début des années 50, quand elle s'appelait encore « Faits divers », jusqu'au milieu des années 70, époque où elle avait été rebaptisée « Mystère, Mystère ». J'évoquerai bien sûr le rôle déterminant du réalisateur et producteur de la série, Pierre Billard, avant de présenter les principaux auteurs et comédiens, pour finir sur une petite recension des meilleures pièces. En préambule, je voudrais d'abord apporter une petite précision concernant la définition de ce qu'on appelle communément la pièce radiophonique. En effet, j'ai remarqué qu'on avait parfois tendance à confondre le théâtre radiophonique et le livre audio, alors que ce sont deux catégories bien distinctes. Ce qu'on appelle le livre audio, c'est la lecture d'une œuvre littéraire, généralement un roman ou de la poésie, par un lecteur unique. C'est quelque chose de beaucoup utilisé par les non-voyants ou par les personnes qui n'ont pas le temps de lire. Le théâtre radiophonique désigne une œuvre sonore interprétée par des comédiens, jouant chacun un personnage, avec éventuellement un narrateur ou un récitant. C'est dans ce registre que s'inscriront toutes les pièces des Maîtres du Mystère. Si le théâtre radiophonique a aujourd'hui pratiquement disparu, il a connu son heure de gloire entre les années 30 et les années 60. Il était à cette époque une forme d'expression artistique à part entière, très différente du théâtre traditionnel. Sa spécificité, qui est également son principal atout, c'est bien sûr l'absence d'images, qui permet de mettre davantage en valeur le texte, alors qu'au théâtre ou au cinéma, l'attention du spectateur est mécaniquement guidée vers l'acteur. L'absence d'images favorise également le suspense et crée une atmosphère très particulière qui peut être assez angoissante. Rien n'est en effet plus stressant qu'un bruit, qu'il s'agisse d'un cri ou même d'un simple craquement. Nietzsche disait de l'oreille qu'elle était l'organe de la peur. D'ailleurs, pour se mettre encore plus dans l'ambiance, il est conseillé d'écouter une pièce radiophonique dans le noir. À la radio, les deux genres qui permettent le mieux d'exploiter cette atmosphère angoissante sont le fantastique, qui sera popularisé avec l'émission Le Théâtre de l'étrange, diffusée sur France Inter entre 1965 et 1974, et bien sûr le policier, dont Les Maîtres du Mystère a été sans conteste l'émission phare. Pour comprendre comment sont nés les Maîtres du Mystère, il est nécessaire de revenir brièvement sur l'histoire du théâtre radiophonique. C'est à partir de 1921 que les premières émissions de radio sont diffusées depuis la Tour Eiffel. Les premières pièces diffusées à l'époque sont des pièces de théâtre traditionnelles, retransmises en direct depuis les salles de théâtre, bien enregistrées en studio par une troupe de comédiens. Mais très vite, on constate les limites de la mise en onde du théâtre traditionnel, l'auditeur étant privé des éléments visuels, ce qui nuit à la portée de la pièce. Les programmateurs vont alors imaginer la création de fictions spécialement conçues pour la radio. En 1924, le journal L'Impartial français lance un concours pour promouvoir le théâtre radiophonique qui va aboutir à la naissance de la toute première pièce radiophonique, Marémoto. Elle est écrite par Pierre Cusille et Gabriel Germinet, le premier théoricien du théâtre radiophonique. Il s'agit d'un dialogue entre un radiotélégraphiste et un marin dont le navire est en train de couler et qui appelle désespérément au secours par TSF. La pièce devait être retransmise le 23 octobre 1924 en soirée, mais les essais effectués dans la journée et diffusés à l'antenne furent captés par des auditeurs qui crurent à un véritable message de détresse, contraignant les autorités à interdire la diffusion de la pièce. Parallèlement à l'essor de la radio, on assiste dans les années 20 à la popularisation du roman policier, qui existait depuis le 19e siècle, mais qui s'impose désormais comme un genre à part entière. Des collections spécialisées sont créées, comme le Masque, ainsi que des prix littéraires, le plus célèbre étant le prix du roman d'aventure, qui, comme son nom ne l'indique pas, récompense un roman policier. C'est dans ce contexte qu'apparaît en 1935, sur Radio Paris, la première série policière radiophonique, la demi-heure policière et d'aventure. Produite et réalisée par le comédien Jacques Cossin, elle était diffusée 1 à 2 fois par mois. La plupart des pièces étaient des créations originales, écrites par plusieurs auteurs, mais il y avait également quelques adaptations de romans d'Edgar Allan Poe ou Prosper Mérimée. La demi-heure policière et d'aventure subsistera jusqu'à la déclaration de guerre de septembre 1939.
À l'issue de la Libération, l'État français va reprendre en main l'organisation et le développement de la radiodiffusion. Les stations privées sont nationalisées et est créée la radiodiffusion française qui exerce un monopole absolu sur la radio. Parallèlement, on assiste à un véritable boom de la littérature policière. Le genre se diversifie et le roman à énigmes laisse peu à peu place au roman à suspense et au roman noir. C'est à cette époque qu'est fondée la célèbre collection Série Noire et qu'est créé le prix du Quai des Orfèvres. En 1946, une nouvelle émission policière est lancée sur la radio publique, Le Détective est sur la piste, qui fut la première série originale française avec un personnage récurrent, le détective André Brunel. Les épisodes sont écrits par un certain Pierre Boileau, auteur spécialiste du problème du local clos et qui deviendra célèbre quelques années plus tard, associé à Thomas Narcejac. Le Détective est sur la piste sera diffusé durant 2 ans. C'est dans ce contexte qu'arrive dans le monde de la radio un jeune homme de 25 ans, Pierre Billard. Pierre Billard est né la même année que la radio française, 1921. Fils d'un boulanger de Bourg-la-Reine, il a étudié la philosophie à la Sorbonne et eu comme professeur Gaston Bachelard, spécialiste de la philosophie des sciences. Pierre Billard obtient l'agrégation de philosophie au sortir de la guerre et enseigne brièvement cette discipline avant de diriger un orchestre de chambre. Son travail de musicien le conduit dans les studios de radio, ce qui lui permet de faire la connaissance de Vladimir Porcher, le directeur de la radiodiffusion française. En 1948, Porcher va nommer Pierre Billard responsable du centre d'études radiophoniques, une sorte de laboratoire, rassemblant des auteurs, des journalistes, des musiciens, des ingénieurs et des techniciens du son, qui expérimentent les nouvelles formes d'expression radiophonique. Pierre Billard organise notamment des conférences. En 1951, lors d'un colloque en Suisse, Pierre Billard fait la connaissance de Jean-Luc, directeur des programmes de la radiodiffusion télévision française, qui était alors la seule chaîne de télévision. Peu de temps après, Jean-Luc quitte la télévision pour la radio et va proposer à Pierre Billard de réaliser une émission de prime time. Pierre Billard, qui rêve de passer de la théorie radiophonique à la pratique, accepte. Et c'est ainsi qu'à la rentrée 1951, il réalise sa première émission de radio, Le Roman de la Science. Il s'agit d'un magazine de vulgarisation des sciences présenté par Jean-Luc, durant lequel est diffusée une courte pièce radiophonique, généralement adaptée d'un roman d'anticipation. Le Roman de la Science s'arrête à l'été 52. Mais dès la rentrée suivante, profitant de la mode du roman policier et du succès rencontré par les adaptations radiophoniques des romans de Georges Simenon, dans une émission qui s'appelait Ondine, Pierre Billard et Jean-Luc proposent de lancer une nouvelle émission policière. Intitulée Le jeu du mystère et de l'aventure, elle est coproduite par Jean-Luc et Maurice Renaud. Maurice Renaud était le directeur de Mystère Magazine, qui était alors la revue de référence en matière de nouvelles policières et où étaient publiés des textes des plus grands auteurs anglo-saxons. Le jeu du mystère et de l'aventure était diffusé sur la chaîne parisienne, ancêtre de France Inter, chaque vendredi de 21h10 à 22h10. L'émission comportait 2 parties. D'abord la diffusion d'une pièce radiophonique d'un peu moins d'1 heure, réalisée par Pierre Billard. Il pouvait s'agir d'une adaptation de nouvelles, comme par exemple La Grande Bretèche de Balzac, mais aussi de pièces originales écrites par plusieurs auteurs spécialisés en radio et dont certains participeront plus tard au Maître du Mystère. Les pièces diffusées dans le jeu du mystère et de l'aventure ne se limiteront pas seulement au genre policier, mais s'ouvriront aussi au roman noir, au fantastique, à la science-fiction. Pour la seconde partie de l'émission, 3 chroniqueurs furent recrutés. D'abord Germaine Beaumont, première femme à obtenir le prix Renaudot, collaboratrice aux Nouvelles littéraires et grande amie de Colette. Ensuite, Maurice Bernard Andreb, un auteur de romans policiers, traducteur et directeur de collection policière. Germaine Beaumont et lui étaient chargés de la recension d'un roman policier. Enfin, le journaliste Roger Régent qui s'occupait de la critique de films. Avec le jeu du mystère et de l'aventure, Pierre Billard va mettre en pratique les résultats de ses études menées au Centre d'études radiophoniques. Ces pièces vont se révéler extrêmement novatrices. En effet, au début des années 50, les pièces radiophoniques sont encore largement conçues comme des représentations théâtrales et sont enregistrées en direct ou sur disque. Pierre Billard va innover en procédant à des enregistrements sur bande magnétique grâce à un magnétophone, appareil qui vient tout juste d'être introduit à la radio. Les bandes magnétiques vont ainsi pouvoir être montées en studio, comme au cinéma, ce qui va faire du jeu du mystère et de l'aventure la première série radiophonique réalisée à la manière d'un film. Pierre Billard a recours à quantité d'illustrations sonores au bruitage et utilise des travelling et des fondus enchaînés. Contrairement aux réalisateurs de l'époque, qui accordaient une large place aux récitants, ce qui donnait un aspect très littéraire aux pièces radiophoniques, Pierre Billard va privilégier les scénarios basés sur des dialogues, comme au cinéma. Son but est que les auditeurs aient l'impression d'entendre un film. En octobre 1953, le jeu du mystère et de l'aventure doit s'arrêter après seulement 1 an de diffusion, car Jean-Luc est nommé directeur du Radio Luxembourg, futur RTL.
Jean-Luc, Pierre Billard et Paul Gilson, directeurs des services artistiques de la radiodiffusion française, vont alors proposer à leur ami, l'écrivain Pierre Véry, qui était alors en convalescence à la suite d'un infarctus, la direction d'une nouvelle émission. Pierre Véry est un écrivain et un scénariste très réputé. Premier lauréat du prix du roman d'aventure en 1930, il est l'auteur de plusieurs romans à succès, adaptés au cinéma tels que Les Disparus de Saint-Agy et Les Goupilles Main Rouge. Pierre Véry, qui avait déjà écrit une pièce radiophonique pour le jeu du mystère et de l'aventure, accepte d'être aux commandes de cette nouvelle émission aux côtés de Maurice Renaud qui conserve son rôle de coproducteur. La nouvelle émission est lancée le 13 octobre 1953 et s'intitule Faits divers. A l'instar du jeu du mystère et de l'aventure, Faits divers est en deux parties. L'émission débute par une pièce radiophonique d'un peu moins d'une heure, réalisée par Pierre Billard, suivie d'une partie magazine avec les chroniques de Germaine Beaumont pour les romans policiers et de Roger Régent pour les films. C'est Pierre Véry qui présente l'émission aux côtés de Maurice Renaud. Faits divers va pourtant se distinguer du jeu du mystère et de l'aventure sur plusieurs points. D'abord, son créneau horaire est déplacé du vendredi au mardi. Mais c'est surtout dans son concept que l'émission veut faire preuve d'originalité. En effet, chacune des pièces écrites pour l'émission est inspirée par un fait divers, relevé dans la presse par les auditeurs et transmis à l'équipe de Pierre Véry. Les faits divers sélectionnés sont ensuite soumis aux auditeurs de l'émission, à charge pour eux de s'en servir comme point de départ pour échafauder un scénario. Ce concept d'histoire sur commande, qui permet aux auditeurs d'être à l'origine de l'élaboration des pièces, va rencontrer beaucoup de succès auprès du public. Chaque semaine, ce sont des centaines, voire des milliers de coupures de journaux qui sont envoyées à l'équipe de Faits divers. Le ou les auditeurs qui ont transmis la coupure de presse à l'origine de la pièce diffusée voient leur nom cité durant l'émission. Pierre Véry a un rôle déterminant dans le succès de Faits divers. Il écrira plusieurs pièces et recrutera de nombreux jeunes auteurs prometteurs. À l'été 57, Pierre Véry décide de reprendre son métier de scénariste de film. L'émission Faits divers s'arrête donc après 4 ans de diffusion. Parallèlement, Maurice Renaud part sur Radio Luxembourg pour lancer sa propre série policière, Allo Police, amenant avec lui une partie des auteurs qui avaient travaillé pour Faits divers. Pour remplacer Faits divers, Pierre Billard, qui connaît l'engouement des stations de radio pour le genre policier, propose à Paul Gilson une nouvelle émission dans laquelle seraient adaptés les plus grands romans policiers. Son idée est acceptée, et Pierre Billard se voit non seulement confier la réalisation du programme, comme pour Faits divers et le jeu du mystère et de l'aventure, mais il en devient également le producteur. Le nom de cette nouvelle émission sera Les Maîtres du Mystère. Comme Pierre Billard ne connaît pas grand-chose à l'univers du roman policier, il fait appel à Germaine Beaumont, qui est, elle, une spécialiste du genre, afin qu'elle sélectionne les ouvrages qui pourraient se prêter à une adaptation radiophonique. Pour lui permettre de toucher un cachet plus important que celui de collaboratrice, Pierre Billard propose à Germaine Beaumont d'être coproductrice de la nouvelle émission. Son rôle reste cependant très marginal et se limite à présélectionner des livres. C'est Pierre Billard qui décide quel roman sera adapté et qui réalise chacune des pièces. J'insiste bien sur cette répartition des rôles, car elle aura une conséquence cruciale pour la suite. Reprenant le même créneau horaire que Faits divers, Les Maîtres du Mystère sont lancés le mardi 15 octobre 1957 à 20h30. Comme les précédentes émissions, Les Maîtres du Mystère contient 2 parties. Une pièce radiophonique d'environ 1 heure, suivie par les chroniques de Germaine Beaumont et Roger Régent. En clin d'œil à Pierre Véry, ancien producteur de Faits divers, la première œuvre adaptée dans Les Maîtres du Mystère est l'un de ses romans, Mamselle Bécaud, rebaptisé pour l'émission La Pension Bénédicte. En quelques années, ce sont des centaines de romans ou nouvelles qui vont être adaptés dans Les Maîtres du Mystère. On y trouve bien sûr les œuvres de quelques maîtres du genre, comme Agatha Christie, Patricia Highsmith, William Irish, Raymond Chandler, Dorothy L. Sawyers ou E.C.R. Loack, mais également des adaptations de romans policiers français écrits par les plus célèbres auteurs de l'époque, tels que Léo Mallet, le créateur de Nestor Burma, Charles-X Braya, Michel Lebrun, Jacques Decrest, Geneviève Manseron, Louis C. Thomas, Maurice Bernard Andreb, André Picot, Fred Cassac ou Jean-Pierre Conti. Pierre Billard rendra également hommage aux pionniers de la littérature policière du XIXe siècle en mettant en ondes des œuvres d'Edgar Allan Poe, d'Émile Gaboriau ou de Fortuné Dubois-Gobet. Mais les Maîtres du Mystère ne vont pas se cantonner au seul registre policier. Des nouvelles et des romans d'auteurs classiques comme Balzac, Diderot, Oscar Wilde, Paul Bourget, Tristan Bernard, Eugène Sue ou Pierre Macorlan seront aussi adaptés. L'émission fera même plusieurs passages dans le fantastique en adaptant La Main enchantée de Gérard Nerval et des contes de Dickens, d'Hoffmann ou même des Mille et une nuits.
Pierre Billard a toujours souhaité que ses émissions soient accessibles au plus grand nombre, raison pour laquelle il a très peu fait adapter de romans noirs ou thrillers. Le 12 octobre 1960, Pierre Véry, l'ancien producteur de faits divers, décède d'une crise cardiaque. Pour lui rendre hommage, Pierre Billard décide de réenregistrer une pièce qu'il avait mise en ondes 2 ans plus tôt dans Les Maîtres du Mystère. Elle s'intitule Le Pays sans étoiles et est adaptée d'un roman semi-fantastique de Pierre Véry paru en 1945. Elle est diffusée le 18 octobre, après une brève allocution des producteurs en mémoire de Pierre Véry. Le succès des Maîtres du Mystère est phénoménal. En 1960, l'audience de l'émission va culminer à 12 millions d'auditeurs chaque semaine. À cette époque où la télévision ne s'est pas encore démocratisée, les Français écoutent la radio chaque soir et c'est le poste TSF qui trône dans le salon. La popularité de la série dépasse les frontières hexagonales et les Maîtres du Mystère sont écoutés dans tout le monde francophone et plus particulièrement en Afrique. Un sondage réalisé par Télérama en 1961 place même les Maîtres du Mystère à la 3e place des programmes les plus populaires de la radio, juste derrière le Qui tout double et la Tribune de l'Histoire. Les Maîtres du Mystère sont pourtant en concurrence avec 2 autres séries policières radiophoniques. D'abord Allo Police, de Maurice Renaud sur Radio Luxembourg, qui était lancé en même temps que les Maîtres du Mystère, en octobre 57, et qui, à l'origine, était diffusé sur le même créneau horaire du mardi soir. À la différence des Maîtres du Mystère, il s'agit de pièces originales et non d'adaptations de romans, et la durée des pièces est 2 fois plus courte. La seconde émission concurrente des Maîtres du Mystère est Les auditeurs mènent l'enquête, de Jean Bardin et Bernard Hubren, diffusée chaque vendredi soir sur Europe numéro 1. Il s'agit d'une émission interactive construite sur le schéma suivant. Un commissaire, interprété par François Perrier, mène une enquête sur un crime et interroge les principaux suspects. Avant la diffusion de la scène finale, la pièce s'interrompt et les auditeurs ont quelques minutes pour téléphoner à la radio et pour donner leur solution de l'énigme. Après un intermède musical, la solution imaginée par l'auteur est divulguée aux auditeurs et la liste des gagnants est annoncée. Les Maîtres du Mystère vont très rapidement surpasser ces 2 émissions. Dans le sondage de Télérama, Allo Police ne se classe qu'à la 33e place et les auditeurs mènent l'enquête à la 18e. Allo Police s'arrêtera d'ailleurs en 1961 et les auditeurs mènent l'enquête en 1963. Au début des années 60, après plusieurs années consacrées uniquement aux adaptations de romans policiers, le concept des Maîtres du Mystère va profondément évoluer. En effet, les négociations pour les acquisitions des droits des romans étrangers sont longues et compliquées, et Pierre Billard se rend compte que des romans américains ont été adaptés dans son émission alors que les éditeurs français ne disposaient pas des droits d'adaptation radiophonique, ce qui risquait de conduire à des procès. Par ailleurs, il constate peu à peu que les meilleurs romans policiers ne donnent pas forcément de bonnes pièces radiophoniques, et que les pièces originales sont souvent meilleures. Aussi, à partir de 1962, Pierre Billard va progressivement remplacer les adaptations de romans par des pièces originales, comme à l'époque de Faits divers. Parallèlement à l'abandon des adaptations littéraires, les pièces radiophoniques des Maîtres du Mystère évoluent formellement. Pour se démarquer de la télévision qui est en train de se démocratiser au début des années 60, Pierre Billard cesse de faire du cinéma radiophonique, avec des effets spéciaux, des bruitages et une ribambelle de comédiens, et commence à réaliser des pièces plus épurées. Le nombre d'acteurs, qui était en moyenne d'une 15aine par pièce au lancement de la série en 57, est divisé par 2 en quelques années. Le dialogue est privilégié à l'action, et l'intrigue policière délaissée pour le suspense. Mais l'évolution de la série a pour effet de réduire encore plus le rôle de Germaine Beaumont, qui consistait à présélectionner des romans policiers adaptés. D'autant qu'en 63, sa chronique en fin d'émission se voit également supprimée. Comme elle dispose du statut de coproductrice, elle va décider de faire cavalier seule. Et pour parvenir à ses fins, elle veut mener un petit complot contre Pierre Billard. Durant l'été 65, Germaine Beaumont adresse à la direction de France Inter un courrier dans lequel elle fait état de son désaccord profond avec Pierre Billard sur la conception de l'émission. Ces récriminations trouvent de l'écho au sein de la station, car Pierre Billard, qui est alors le seul réalisateur à être son propre producteur, est très jalousé. En août 65, alors que les Maîtres du Mystère sont sur le point d'achever leur 7e saison, Pierre Billard reçoit une lettre de Louis Maulion, chef du service de production des émissions artistiques parlées, lui apprenant la suppression de la série. Les Maîtres du Mystère seront remplacés à la rentrée par la nouvelle émission de Germaine Beaumont, L'heure du mystère. Pierre Billard s'insurge et écrit aussitôt une lettre de protestation au directeur des programmes, Roland Dordain, dans lequel il s'étonne qu'une telle décision ait été prise sans qu'il ait été préalablement entendu. Il rappelle que c'est lui qui a assuré de facto toutes les responsabilités de l'émission depuis son lancement, et que le rôle de Germaine Beaumont consistait uniquement à présélectionner des romans susceptibles d'être adaptés à la radio. À l'appui,
il joint de nombreux témoignages et documents qui ne laissent aucun doute sur la répartition des tâches et le rôle prééminent qu'il avait toujours joué. Son abnégation va porter fruit, et à la rentrée 65, Pierre Billard obtient le droit de continuer à produire et à réaliser sa propre série, qui prend le nom de Mystère Mystère. Celle-ci sera diffusée en alternance une semaine sur deux avec l'émission de Germaine Beaumont. Mystère Mystère sera la continuation des Maîtres du Mystère. L'émission conserve le même créneau horaire et le même générique, et utilisera les mêmes auteurs et les mêmes comédiens. Contrairement à Pierre Billard, qui continuera à réaliser chacune de ses pièces, Germaine Beaumont fera appel à des réalisateurs différents. Les pièces de l'heure du mystère resteront très inférieures à celles de Mystère Mystère. Avec sa nouvelle émission, Pierre Billard va poursuivre l'évolution amorcée lors des dernières années de Mystère Mystère. L'aspect policier des pièces est progressivement abandonné au profit d'intrigues plus psychologiques. Ce que souhaite créer Pierre Billard, ce sont des pièces où le crime n'est pas le prologue, mais la conclusion. De fait, le personnage du commissaire ou de l'enquêteur, qui était central dans les Maîtres du Mystère, fait pratiquement disparaître dans Mystère Mystère. Cette formule ramassée, concentrée sur quelques personnages, va coïncider avec une nouvelle manière d'écouter la radio, beaucoup plus personnelle. En effet, grâce à l'émergence des transistors dans les années 60, les auditeurs ne sont plus obligés d'écouter religieusement la radio dans leur salon et peuvent écouter les pièces dans leur chambre ou en voiture. En 1969, on assiste à un tournant de la série. L'année est d'abord marquée par l'arrivée de plusieurs nouveaux auteurs extrêmement talentueux qui vont permettre à Mystère Mystère de réaliser un important saut qualitatif. Dans le même temps, d'autres auteurs qui avaient rejoint Germaine Beaumont à l'arrêt des Maîtres du Mystère en 1965 font leur retour avec Pierre Billard. Le deuxième événement capital, c'est que pour la première fois, des pièces originales vont être diffusées pendant l'été. Jusque-là, durant les grandes vacances, on se contentait de rediffuser des anciennes pièces des Maîtres du Mystère dans une émission qui s'appelait Les Mystères de l'été. Cet événement va être déterminant dans l'histoire de la série, car ces nouvelles pièces estivales n'étaient pas enregistrées à Paris, où les studios étaient fermés, mais en province. Aussi, pour éviter d'avoir à défrayer trop de comédiens, Pierre Billard demanda à ses auteurs d'écrire uniquement des pièces pour 2 ou 3 personnages. Cette formule va aussitôt faire ses preuves. Les Mystères de l'été sera renouvelé chaque année, et c'est pour cette version estivale de Mystère Mystère que sont créées les meilleures pièces de la série. Le 7 octobre 1969, le directeur de l'ORTF, Roland Dordain, annonce la suppression de Mystère Mystère. Il estimait que l'émission était à l'antenne depuis trop longtemps et souhaitait moderniser un petit peu les programmes. Sa décision provoque un tollé chez les auditeurs de la radio, qui font littéralement sauter le standard de France Inter, obligeant Dordain à revenir aussitôt sur sa décision. Mystère Mystère va continuer encore 5 années. À partir de 1972, on sent cependant poindre un essoufflement. Les principaux auteurs de Mystère Mystère se tournent vers la télévision qui paye mieux. Pierre Billard lui-même commence à travailler pour le petit écran et scénarise une série de 15 minutes, diffusée sur la première chaîne et qui s'intitule « Un mystère par jour ». En conséquence, la qualité des pièces de Mystère Mystère baisse. Pour faire face au départ des auteurs, des pièces parfois très anciennes sont entièrement réenregistrées avec des nouveaux comédiens, mais le résultat est souvent décevant. À cause de la concurrence de la télévision, le public n'écoute plus la radio le soir, mais en journée, et les audiences chutent. C'est en 1974 que va prendre fin l'épopée des Maîtres du Mystère. En juin, l'émission Le Théâtre de l'étrange, qui était un petit peu le pendant dans le domaine du fantastique et de la science-fiction des Maîtres du Mystère, et qui était diffusée depuis 1965, s'arrête. Quelques semaines plus tard, à l'occasion d'une réforme de l'ORTF, les responsables de la station projettent de déplacer Mystère Mystère de France Inter vers Intervariété, une station qui drainait un public moins important. En conséquence, et bien que son émission soit encore suivie par un public fidèle, Pierre Billard décide de son propre chef d'arrêter Mystère Mystère à la rentrée. La dernière pièce est diffusée le 20 septembre 1974. Dans la foulée, le comité de lecture de la radio, qui supervisait les émissions de Germaine Beaumont, en profite pour arrêter l'heure du mystère. L'arrêt de Mystère Mystère suscitera un volumineux courrier de protestation des auditeurs. Après la suppression de son émission, Pierre Billard va délaisser la radio pour se consacrer à la télévision. Il va ainsi scénariser plusieurs séries, Malaventure, qui est également connu sous le nom de Mystère sur la 2, Bonsoir Chef, et surtout Messieurs les Jurés, qui sera diffusé de 1974 à 1986, et dans laquelle il fera quelques apparitions en tant qu'acteur. Il fera son retour à la radio en 1983, lorsque le nouveau directeur des programmes de France Inter, Jean Garetto, qui avait été son assistant dans les années 50, lui propose de lancer une nouvelle série radiophonique. Celle-ci s'intitulera Les 1001 jours ou Les nouveaux maîtres du mystère, et sera diffusée quotidiennement en journée jusqu'en 1988. Malheureusement, ces nouvelles pièces radiophoniques beaucoup plus courtes
ne retrouveront jamais le niveau de la grande époque des Maîtres du Mystère. Après leur arrêt en 1974, les Maîtres du Mystère, qui demeurent extrêmement populaires dans le monde francophone, vont être régulièrement rediffusés sur RFI sous le nom de l'Anthologie du Mystère, ainsi que sur Radio Bleu. Mais c'est surtout grâce à la cassette audio que les Maîtres du Mystère vont connaître une postérité comme aucune autre série radiophonique n'en a connue. En 1988, les éditions Nathan, associées à l'Institut national de l'audiovisuel, vont éditer en cassette 10 pièces de la série, 9 issues de Mystère Mystère et une des Maîtres du Mystère. Mais en raison du prix prohibitif des cassettes, le succès est mitigé. En 1995, la collection Le Masque lance une nouvelle série de cassettes des Maîtres du Mystère, dans laquelle sont rééditées non seulement les pièces originales de Mystère Mystère, mais aussi les adaptations de romans policiers qui avaient fait le succès des Maîtres du Mystère à leur lancement, et même des pièces provenant de la série Faits divers. Cette fois-ci, le succès est au rendez-vous, et entre 1995 et 1997, 60 pièces de la série vont ainsi paraître sous forme de cassettes. Elles feront connaître la série aux jeunes générations et permettront sa consécration. Dans les années 2000, d'autres pièces seront également rééditées en CD. Enfin, depuis quelques années, l'INA permet d'écouter ou de télécharger des centaines de pièces de la série totalement inédites et qui ont été numérisées à partir de leurs archives. Cette petite histoire des Maîtres du Mystère terminée, j'ai évoqué à présent les différents ingrédients qui ont fait l'incroyable succès de la série. En premier lieu, il faut évidemment parler du rôle de Pierre Billard, qui a produit et réalisé toutes les pièces de la série entre 1957 et 1974. Les Maîtres du Mystère ont ainsi pu bénéficier d'une véritable unité de style et de ton, contrairement à l'Heure du Mystère ou au Théâtre de l'Étrange, dont les pièces étaient chaque semaine réalisées par des metteurs en scène différents. Pierre Billard avait aussi un grand souci de clarté, et souhaitait s'adresser au plus grand nombre et pas seulement à un public initié, ce qui l'a conduit à produire des pièces intelligibles, aussi bien sur la forme que sur le fond. Mais c'est surtout dans la manière de tourner ces pièces radiophoniques que Pierre Billard s'est distingué. Sa grande spécificité a été de rechercher continuellement de la spontanéité et du réalisme dans le jeu des comédiens. Il voulait que les acteurs puissent entrer d'instinct dans la peau de leurs personnages et qu'ils parlent comme s'ils improvisaient leur texte. Il cherchait à ce que les comédiens oublient le metteur en scène, afin que les auditeurs n'aient pas l'impression qu'ils aient été dirigés. Les acteurs des Maîtres du Mystère découvraient leur texte le jour de l'enregistrement, et ne procédaient à aucune répétition à l'exception d'une simple lecture commune. Pour conserver la fraîcheur du premier contact entre le comédien et son rôle, et maintenir une certaine continuité psychologique, les scènes étaient enregistrées dans l'ordre chronologique, en un minimum de prises, ce qui permettait d'obtenir la même tension que pour un direct. Pierre Billard s'arrangeait toujours pour que l'enregistrement débute en retard, pour que tout soit fait dans l'urgence, afin de pousser les acteurs à donner ce qu'ils ont de mieux dès la première prise. On peut voir les coulisses du tournage d'une pièce de Mystère Mystère, ponctuée d'une interview de Pierre Billard, dans un reportage de l'émission Micro et Caméra, diffusé le 14 février 1970, et qui se trouve sur le site de l'INA. C'est d'autant plus intéressant qu'il s'agit de l'enregistrement d'une pièce très connue, puisqu'elle a été rééditée en cassette, Qui rira le dernier. Une autre particularité des pièces de Pierre Billard, c'est le rôle de la musique. Il faut savoir que Pierre Billard est un musicologue et fut à la fin de sa vie le rédacteur en chef du département musique de l'Encyclopædia Universalis. Quand il animait le centre d'études radiophoniques, il a organisé plusieurs conférences sur le rôle de la musique dans les émissions parlées et a démontré qu'il ne fallait surtout pas les mélanger. Par conséquent, lorsqu'il est passé à la réalisation de pièces radiophoniques, il s'est uniquement servi de la musique comme transition entre les scènes afin de créer une ponctuation. À la différence de presque toutes les séries radiophoniques, où les intermèdes varient au sein d'une même pièce, dans Les Maîtres du Mystère, c'est le même interlude musical qui va se répéter entre chaque scène, permettant de donner une unité d'ensemble à la pièce et de créer une atmosphère spécifique. Le plus souvent, l'intermède est joué au début de la première scène, afin de plonger l'auditeur dans l'ambiance. Les intermèdes des Maîtres du Mystère, qui sont très différents d'une pièce à l'autre, sont toujours d'une excellente qualité. Il y a bien sûr beaucoup d'orchestration pour radio, mais également des choses plus jazzy, voire un simple thème à l'orgue, à la guitare, à la harpe. Puisque j'évoque la musique, un mot sur le générique de l'émission qui est très connu et a forcément contribué au succès des Maîtres du Mystère par son caractère angoissant. Il est l'œuvre d'André Pop, musicien et arrangeur, qui a composé quelques chansons très connues des années 50-60. Les Lavandières du Portugal de Luis Mariano, Tom Pilibi de Jacqueline Royer, qui a remporté l'Eurovision 1960, et surtout L'amour est bleu, qui connaîtra de nombreuses reprises et traductions à l'étranger, notamment par Frank Sinatra. André Pop a également composé plusieurs génériques d'émissions de télé ou de radio, telles que La tête et les jambes ou Le mot le plus long. Il est entré à la fin des années 40 au club d'essai de la RTF, dont faisait partie le centre d'études radiophoniques où travaillait Pierre Billard.
Il a composé en 1952 le générique du jeu du mystère et de l'aventure, qui sera repris pour Faits divers, et en 1957 celui des Maîtres du mystère. Intitulé Tempo di Suspense, ce générique d'une minute 15 demanda une semaine de travail à André Pop et fut enregistré en ondes Marteneau, un instrument de musique électronique, donnant un son spécial que ne peut reproduire aucun instrument. Mais le succès des Maîtres du mystère aurait été impossible sans tous les auteurs de la série qui ont écrit durant plus de 20 ans plusieurs centaines de pièces. Pierre Billard a toujours voulu que le texte de ses pièces soit très travaillé. L'écriture d'une pièce prenait généralement plusieurs semaines, et Pierre Billard avait l'habitude de travailler en continu avec ses auteurs durant toute la phase d'écriture. Il a ainsi formé toute une école de scénaristes et de dialoguistes, dont certains ont ensuite fait une brillante carrière au cinéma et à la télévision. Sur les 2 décennies qu'a duré la série, plusieurs dizaines d'auteurs se sont succédés. Je vais présenter les plus importants selon les périodes, en commençant par ceux qui ont écrit des pièces pour le jeu du mystère et de l'aventure et surtout pour Faits divers. Les auteurs les plus importants de cette époque sont sans aucun doute le tandem formé par Pierre Boileau et Thomas Narcejac, un célèbre duo d'écrivains mieux connu sous le nom de Boileau-Narcejac, et dont plusieurs romans ont été portés à l'écran. C'est notamment le cas de Celle qui n'était plus, qui servira de scénario à Henri-Georges Clouzot pour Les Diaboliques, et surtout d'Entre les morts, qui sera adapté au cinéma par Alfred Hitchcock avec Sueur froide. On doit à Boileau-Narcejac les meilleures pièces de la série Faits divers, comme par exemple Cribord-Concours, La Belle, ou encore Une vocation, une satire sociale particulièrement cynique. Boileau et Narcejac cesseront de collaborer avec Pierre Billard en 1957. En 1971, ils écriront une nouvelle pièce pour Mystère Mystère, qui est l'une des toutes meilleures de la série et qui s'appelle Le Dernier Mot. Parmi les autres auteurs marquants de la période Faits divers, on peut également citer Yves Jamiac, un dramaturge et scénariste qui a été le président de la Société des auteurs et compositeurs dramatiques et animé des formations d'art radiophonique, René Guillot, un écrivain qui était le lauréat du prix du roman d'aventure, ainsi que du prix Andersen, la plus haute distinction internationale de littérature pour la jeunesse, Jean Baumard, un auteur de romans d'espionnage, créateur du personnage du poisson chinois et qui a surtout écrit des pièces fantaisistes, Yvan Noé, qui a réalisé de nombreux films dans les années 30-40, François Billedou, un des promoteurs du nouveau théâtre, Claude Gevel, qui a créé pour Faits divers un personnage récurrent, le commissaire Fautral, Pham Van Ky, un écrivain vietnamien dont les pièces se passent en Asie, le journaliste Nino Franck, qui est l'inventeur de l'expression film noir, l'écrivain Roger de la Forêt, prix Interallié 1939, Pierre Laroche, chroniqueur cinéma au Canard enchaîné et qui a coécrit avec Jacques Prévert le scénario des Visiteurs du soir, Pierre Apestegui, un auteur de romans policiers, prix du roman d'aventure 1939, Léo Mallet, le créateur d'Estor Burma, qui a co-signé quelques pièces pour Faits divers, ou Jacques de Beaupré, qui a eu l'idée de la formule de Faits divers, c'est-à-dire des histoires sur commande inspirées par une coupure de presse. En 1957, lorsque sont lancés les Maîtres du mystère et que les adaptations de romans remplacent les pièces originales, la majeure partie des auteurs de Faits divers vont cesser leur collaboration avec Pierre Billard. Certains rejoindront l'émission Allopolis de Maurice Renaud sur Radio Luxembourg. Pour les remplacer, Pierre Billard va alors faire appel à de nouveaux auteurs spécialisés dans les adaptations, comme l'écrivain et éditeur Michel Averland, Léon Deutsch, Pierre Roland, Serge Douai, Jean-Luc Terex ou André Fernaise, qui était le rédacteur en chef du journal de Tintin. Certains écrivains feront eux-mêmes l'adaptation de leurs romans, comme Pierre Véry, Maurice Bernard Andreb, Paul Alexandre, Noël Calef ou Geneviève Manceron. Germaine Beaumont adaptera également plusieurs œuvres, de même que Pierre Billard, qui a signé une très bonne adaptation d'un roman de Frédéric Valmont, Monsieur Contre et le Mort. Durant les premières années des Maîtres du mystère, 4 auteurs vont se distinguer, non seulement par la quantité d'adaptations qu'ils vont réaliser, mais aussi et surtout parce qu'ils vont ensuite déployer tout leur talent en écrivant un grand nombre de pièces originales pour la série. Le premier dont je vais parler, et qui est également le plus connu des 4, c'est Jean Cosmos. Jean Cosmos est un auteur polyvalent qui a signé de nombreux scénarios pour la télévision, notamment pour la série Les 5 dernières minutes, mais aussi pour le cinéma. Il a ainsi travaillé avec Bertrand Tavernier, Jean Becker et même Luc Besson. Jean Cosmos a également été un parolier pour Édith Piaf, Yves Montand, Patachou, les frères Jacques, et écrit quelques pièces de théâtre traditionnelles. Il s'est lancé dans l'écriture de pièces radiophoniques en 1952 et a obtenu cette année-là le prix de la RTF. Il a commencé sa collaboration avec Pierre Billard en 1953 pour le jeu du mystère et de l'aventure, sur les conseils d'André Pop, qui avait composé le générique de l'émission. Il écrira ensuite plusieurs pièces pour Faits divers, qui seront les meilleures de la série avec celles de Boileau-Narcejac. On peut citer par exemple La fine équipe, Le plus beau métier du monde et La chance de Benny Morrison.
Lors du lancement des Maîtres du Mystère en 1957, Jean Cosmos adaptera avec succès quantité de romans avant d'écrire en 1962 deux pièces originales qui sont de véritables petits bijoux. Le Parloir, qui sera ensuite adapté pour la télévision, et Marché conclu. Après 8 ans d'absence, Jean Cosmos fera un bref retour dans la série en 1970 avec une pièce unique, également très réussie, Bonsoir Léon. Le deuxième auteur à évoquer, c'est Jean Châtenay. Jean Châtenay est le fils de Georges Chamara, un comédien qui a beaucoup joué dans les Maîtres du Mystère. Il a écrit plusieurs romans ainsi que de nombreux scénarios pour la télévision. Il a notamment créé avec Jean Cosmos, dans les années 70, le célèbre feuilleton Ardéchois Cœur Fidèle. Jean Châtenay a écrit sa première pièce radiophonique pour Faits divers, à seulement 25 ans. Durant les premières années des Maîtres du Mystère, il a adapté énormément de romans et s'est distingué en créant des pièces à caractère plus historique, tirées des mémoires de Conan Doyle ou de Latude, le célèbre évadé de la Bastille au XVIIIe siècle. Comme Jean Cosmos, il commence à écrire des pièces originales en 1962. Jusqu'en 1971, Jean Châtenay signera en moyenne une pièce par an. Parmi ses meilleures pièces, il faut citer Al Capone est mort dans son lit, Le diable au coin du feu, La Parc Blême, qui est assez atypique, ou encore La Louve, une pièce dont l'action se déroule durant l'Antiquité. Le troisième auteur dont je vais parler est un petit peu moins connu que Jean Cosmos et Jean Châtenay, mais c'est pourtant lui qui a écrit le plus de pièces pour les Maîtres du Mystère. Détail amusant, il a un nom de famille prédestiné puisqu'il s'appelle Charles Maître. Comme Jean Cosmos et Jean Châtenay, Charles Maître a commencé à écrire des pièces radiophoniques pour Faits divers, avant de passer à l'adaptation de romans pour les Maîtres du Mystère. Il signe ses premières pièces originales en 1961 et collaborera avec Pierre Billard jusqu'à l'arrêt de l'émission en 1974. Si ces adaptations de romans sont sans doute les meilleures de la série, ces pièces originales sont en revanche assez inégales. Elles ont pour dénominateur commun la quête absolue de justice, au risque parfois d'être un peu trop manichéennes, voire larmoyantes. Plusieurs ont cependant des intrigues remarquablement ingénieuses, comme Erreur sur la victime, Le gosse aux yeux fous, Le corps du délit ou Menace de mariage. Le quatrième auteur des Maîtres du Mystère, passé de l'adaptation de romans à l'écriture de pièces originales, est une des rares femmes de la série. Il s'agit de Janine Rey-Lambert, qui est la fille du célèbre peintre et illustrateur Rey-Lambert. Après avoir écrit une pièce en 1953 pour le jeu du mystère et de l'aventure, elle intègre les Maîtres du Mystère en 1959, afin d'adapter des romans, avant d'écrire des pièces originales à partir de 1961. Elle deviendra au fil du temps le principal pilier de l'émission avec Charles Maître et collaborera à l'émission jusqu'en 1974. C'est elle qui signera même la toute dernière pièce diffusée dans Mystère Mystère, Une question de justice. Janine Rey-Lambert a été la première auteure à privilégier la dimension psychologique à l'énigme policière. Malheureusement, ces pièces virent trop souvent au mauvais psychodrame et sur la quarantaine de pièces qu'elle a signées, très peu ont bien vieilli. Lorsqu'à partir de 1963, Pierre Billard décide d'abandonner les adaptations de romans au profit de pièces originales, il va faire appel à plusieurs auteurs, spécialistes des pièces radiophoniques, et dont une grande partie avait fait leur classe dans l'émission Les auditeurs mènent l'enquête sur Europe numéro 1. Le plus emblématique de cette nouvelle équipe est Alain Franck. Alain Franck, qui est le père de l'écrivain Dan Franck, a un parcours plutôt atypique, puisqu'il a d'abord travaillé comme industriel, avant de se lancer dans l'écriture de pièces radiophoniques à l'âge de 35 ans pour Les auditeurs mènent l'enquête. Il va ensuite rencontrer Pierre Billard, qu'il formera à l'écriture et signera de nombreuses pièces pour les Maîtres du Mystère entre 63 et 72. Parallèlement, Alain Franck a écrit des pièces pour d'autres séries radiophoniques, comme Le Théâtre de l'étrange et surtout Détective en pantoufles, qui était le prolongement sur France Inter, mais dans le risque de l'espionnage, des auditeurs mènent l'enquête. C'est pour cette série qu'il a créé le personnage de Désiré Lafarge, qui sera adapté à la télévision à la fin des années 70. Après les Maîtres du Mystère, Alain Franck entamera une carrière de scénariste et même de réalisateur à la télévision et produira la série Messieurs les jurés. Il sera également vice-président de la Société des auteurs et compositeurs dramatiques. Les pièces d'Alain Franck pour les Maîtres du Mystère se distinguent par leur réalisme et une vraie fibre sociale. Certaines histoires se déroulent par exemple dans le milieu ouvrier. Ses meilleures pièces sont Michel Castres a disparu, L'autre, La mort en ce dimanche, ou encore Première comparution, une pièce très connue diffusée en 68 et qui sera suivie 3 ans plus tard d'un préquel intitulé Le Cache-Cœur. Deuxième auteur très important qui intègre les Maîtres du Mystère la même année qu'Alain Franck, Louis C. Thomas. Louis C. Thomas est un ancien instituteur, devenu aveugle à l'âge de 26 ans, et qui a quitté l'enseignement pour se consacrer à l'écriture de romans policiers. Il obtient le prix du Quai des Orfèvres en 57, et plusieurs de ses romans sont adaptés dans les Maîtres du Mystère. En 67,
son roman Manie de la persécution sera porté à l'écran par Julien Duvivier pour son dernier film Diaboliquement Vôtre. Louis C. Thomas a écrit un nombre incalculable de pièces radiophoniques pour plusieurs séries. Entre 57 et 61, il a été le pilier de l'émission Allo Police de Maurice Renaud, avant de participer aux Auditeurs mènent l'enquête sur Europe numéro 1. Il intègre les Maîtres du Mystère en 63. En 65, il rejoint l'émission de Germaine Beaumont, L'heure du mystère, puis réintègre l'équipe de Pierre Billard en 69. Il écrira des pièces pour Mystère jusqu'à l'arrêt de l'émission en 74. Ces pièces sont généralement très ingénieuses, avec des chutes soignées. Parmi ses meilleures, on peut mentionner La complice, Question de vie ou de mort, Sa dernière chance, Qui veut la fin, L'autre bout du fil, Le guêpier, Le téléphone dans la nuit, ou Entre le marteau et l'enclume. Le troisième auteur à intégrer les Maîtres du Mystère en 63 est Louis Rognoni. Louis Rognoni est un ancien journaliste de Paris Match qui a écrit de nombreuses pièces pour les Auditeurs mènent l'enquête, ainsi que pour sa suite sur France Inter, Détective en pantoufles. Entre 60 et 62, il a également lancé sur Europe numéro 1 deux séries d'espionnage, Agent secret numéro 1 et OSS 117 raconte. Il est surtout connu pour avoir créé avec Pierre Dac une parodie radiophonique de série d'espionnage intitulée Bon baiser de partout, qui sera diffusée sur France Inter de 66 à 74. Louis Rognoni collabora avec Pierre Billard pour les Maîtres du Mystère puis Mystère entre 63 et 74. Un grand nombre de ces pièces sont pour point de départ une rencontre entre un avocat et son client. Malheureusement, aucune ne sort vraiment du lot. En 64, un nouveau duo d'auteurs va faire son apparition dans les Maîtres du Mystère, Alain Bernier et Roger Marida. Comme Alain Franck et Louis Rognoni, ils ont écrit leur première pièce radiophonique pour les Auditeurs mènent l'enquête, avant de rejoindre Pierre Billard, pour lequel ils signeront des pièces jusqu'en 72. Si leurs pièces purement policières ne sont pas très originales, Bernier et Marida excellent en revanche dans le genre machination machiavélique. Parmi les meilleurs, on peut citer Chambre avec vue sur la mort, qui sera adapté en roman puis en pièce de théâtre, L'échafaudage, La mort promise, Le passé antérieur, Cadavre à domicile, Préméditation, ou encore La balle de match, dont je parlerai tout à l'heure. En 1965, juste avant l'arrêt des Maîtres du Mystère et son remplacement par Mystère, un ancien auteur de la série Faits divers fait son retour aux côtés de Pierre Billard après 8 ans d'absence, Jean Marcillac. Jean Marcillac est un touche-à-tout, auteur de plusieurs romans policiers dont certains ont obtenu des prix, et qui a collaboré à quantité d'émissions radiophoniques. Il a notamment participé entre 1958 et 1963 à 3 séries radiophoniques que Maurice Renaud a produites sur France Inter, parallèlement à Allo Police. Il s'agissait des adaptations pour la radio des enquêtes de Sherlock Holmes, des aventures d'Arsène Lupin et des exploits de Nick Carter. C'est dans cette dernière série que Jean Marcillac a signé ses meilleurs textes. Il a également travaillé pour Europe numéro 1 en écrivant des pièces pour les Auditeurs mènent l'enquête et en créant 2 séries policières, Attention danger et Le siffleur. Jean Marcillac a commencé sa collaboration avec Pierre Billard pour le jeu du mystère et de l'aventure et Faits divers, émission pour laquelle il a composé des pièces de très bonne facture. Entre 1965 et 1974, Jean Marcillac signera plusieurs pièces par an pour Mystère. Malheureusement, ces pièces furent souvent des réadaptations de pièces qu'il avait écrites pour d'autres séries et ont assez mal vieilli. En 1969, Pierre Billard va recruter 2 nouveaux auteurs, extrêmement talentueux, et qui à eux seuls vont faire les beaux jours de l'émission et écrire durant 5 ans les meilleures pièces de la série. Le premier, c'est Fred Cassac. Fred Cassac est un auteur de romans policiers, spécialiste des textes à chute, qui a également écrit des scénarios pour la télévision. Après que 3 de ses romans aient été adaptés dans les Maîtres du Mystère, il écrit ses premières pièces pour la série en 1965. Intitulée Vocalise, elle sera si réussie que Cassac en fera un roman, Bonne vie et meurtre, qui sera adapté au cinéma par Michel Audiard avec « Elle boit pas, elle fume pas, elle drague pas, mais elle cause ». En 1969, Fred Cassac intègre l'équipe d'auteurs de la série en signant une nouvelle pièce originale, Le métier dans le sang, qui sera elle aussi transformée en roman, puis adaptée au cinéma, toujours par Audiard, avec « Comment réussir quand on est con et pleurnichard ». Jusqu'en 1974, il écrira en moyenne 2 pièces par an. Doté d'un grand talent pour embarquer le lecteur, Fred Cassac est le maître incontesté de la chute. Ses pièces sont les plus drôles de la série et sont bourrées de références culturelles. On devine qu'il a été très influencé par les dramaturges de la Belle Époque, notamment Feydeau, dont il a hérité le goût des bons mots. Toutes ces pièces sont à écouter. Le second auteur à faire ses débuts dans Mystère en 69 est Pierre Frachet. Pierre Frachet a commencé sa carrière d'auteur comme parolier. Il a notamment écrit les paroles de la chanson Ma Môme de Jean Ferrat. Après avoir publié 2 romans policiers, il écrit sa première pièce radiophonique pour les Mystères de l'été, et continuera à collaborer avec Pierre Billard jusqu'à l'arrêt de la série, produisant comme Fred Cassac 2 pièces par an.
Les scénarios de chacune de ces pièces sont ciselés comme de l'orfèvrerie, avec à chaque fois d'énormes retournements de situation. Ces personnages se livrent à de véritables parties d'échecs psychologiques qui se soldent systématiquement par l'adage « tel est pris qui croyait prendre ». Le seul petit défaut de ces pièces, c'est qu'elles doivent s'écouter attentivement car elles sont très subtiles. Pierre Frachet est sans doute l'auteur de la série qui écrit le mieux et est même parvenu à créer son propre style. Les 10 pièces qu'il a signées entre 69 et 74 sont toutes géniales. Je voudrais également évoquer 2 autres auteurs qui ont participé au Maître du Mystère et qui sont de très grands noms de la création radiophonique. D'abord Francis Didelot, qui descend d'Edgar Allan Poe et est un spécialiste du roman policier. Francis Didelot fut également le président du syndicat des écrivains avant de siéger à la Société des gens de lettres et fut l'un des artisans de la mise en place de la sécurité sociale pour les écrivains. Il a commencé à écrire des pièces radiophoniques dans les années 30 et a participé à la toute première série policière que j'ai évoquée tout à l'heure, la demi-heure policière et d'aventure. Francis Didelot a débuté sa collaboration avec Pierre Billard pour Faits divers et a écrit plusieurs pièces originales de qualité dans les Maîtres du Mystère. En 65, il fait partie des auteurs qui rejoignent l'Heure du Mystère de Germaine Beaumont. Le deuxième auteur, c'est Jean-Pierre Ferrière, ancien secrétaire de Brigitte Bardot et qui est certainement l'auteur le plus précoce puisqu'il a écrit ses premières pièces radiophoniques pour Radio Maroc à l'âge de 20 ans. En 1957, il publie son premier roman policier, Cadavre en solde, qui sera adapté l'année suivante dans les Maîtres du Mystère. Il fera son entrée dans l'équipe de Pierre Billard en 61, en adaptant ses romans, puis en signant des pièces originales. Jean-Pierre Ferrière s'est distingué en choisissant des femmes comme héroïnes, ce qui donne à ses pièces une atmosphère particulière. En 65, il rejoindra L'Heure du Mystère de Germaine Beaumont, émission dont il sera le pilier avec Francis Didelot. Une dizaine d'autres auteurs ont également signé plusieurs pièces pour les Maîtres du Mystère. Georges-Gabriel Baumier, qui a aussi beaucoup écrit pour L'Heure du Mystère, Rodolphe Maurice Arlot, un scénariste suisse qui est arrivé à la toute fin de la série, Jacques Fayet, Philippe Derez, Claude Dufresne, Henri Kubnik, le créateur du jeu des 1000 francs, Hélène Misserly, Roger Richard, Guy Rother, Jean Gastaud ou Jean Grimaud. Enfin, Pierre Billard a également signé 2 pièces originales. Les Maîtres du Mystère doivent aussi une partie de leur succès aux nombreux comédiens qui ont prêté leur voix et ainsi pu donner vie à chacune des pièces. Pierre Billard était particulièrement novateur dans le choix des acteurs. Il faut savoir que jusqu'aux années 50, les réalisateurs de pièces radiophoniques avaient pour habitude de faire appel à des comédiens déjà installés et de grande notoriété. Ceux-ci venaient du théâtre classique, généralement de la comédie française, et assuraient aux réalisateurs une grande sécurité de jeu. Le problème, c'est que leur diction était peu réaliste. Les acteurs avaient tendance à déclamer comme au théâtre et avaient besoin de beaucoup répéter pour entrer dans leur personnage. Pierre Billard, qui recherchait au contraire des acteurs capables du maximum de spontanéité, décida de se tourner dès le jeu du mystère et de l'aventure vers des comédiens de cabaret habitués à l'art de l'improvisation, ainsi que des spécialistes du doublage. Les auditeurs ont ainsi pu entendre des voix et un ton auxquels on n'était jusque-là pas habitué. En comparant les Maîtres du Mystère avec les autres séries radiophoniques de l'époque, on constate que Pierre Billard a su trouver les comédiens dont les voix se prêtaient le mieux à la radio. Pour chaque pièce, il s'occupait lui-même de la distribution. Grâce à sa proximité avec les acteurs, il parvenait toujours à choisir les voix qui correspondaient le mieux à chaque personnage ou s'adaptaient au style de l'auteur. Pour mesurer le rôle primordial des comédiens, il est intéressant d'écouter 2 versions de la même pièce, puisque lors des 2 dernières années de Mystère, une dizaine d'anciennes pièces ont été enregistrées avec une nouvelle distribution. On se rend alors compte que les acteurs peuvent donner une direction très différente à une même pièce. Ce qui est le plus remarquable, c'est qu'en 20 ans, Pierre Billard va très peu renouveler son panel de comédiens et qu'un grand nombre de ceux qui ont participé à Faits divers ont continué à jouer pour les Maîtres du Mystère, et même Mystère. Sur les centaines d'acteurs qui ont participé à la série, plusieurs grands noms du théâtre et du cinéma ont fait de brèves apparitions. On peut citer par exemple Louis de Funès, qui a participé à 2 pièces en 1953, François Perrier, Louis Seigné, Serge Reggiani, Michel Piccoli, Jean-Louis Trintignant, Claude Rich, Jean Rochefort, Roger Hanin, Pierre Mondille ou Jean-Pierre Mariel. Jacques Dufilot et surtout Michel Bouquet ont joué quant à eux dans un nombre plus important de pièces. A noter également la participation de quelques invités spéciaux, comme Juliette Gréco, Pierre Dac, Roger Coudert ou encore José Arthur, qui officiait alors sur Europe numéro 1. La quasi-totalité des comédiens habitués à jouer dans les Maîtres du Mystère demeure peu connus du grand public. J'ai tâché de présenter ceux qui ont le plus marqué la série. Le premier que j'ai choisi d'évoquer est Jean-Claude Michel. Jean-Claude Michel a été l'un des plus grands doubleurs français. Il a notamment été la voix de Sean Connery, hors James Bond, de Clint Eastwood, de Leslie Nielsen ou encore de Charlton Heston dans Ben-Hur. Jean-Claude Michel a commencé à travailler avec Pierre Billard dès le jeu du mystère de l'aventure. Durant 10 ans, il va multiplier avec talent les rôles de jeunes premiers avant de quitter la série en 1963.
Après 5 ans d'absence, il fait son retour dans Mystère Mystère en avril 68, dans une pièce d'Alain Bernier et Roger Merida, intitulée L'échafaudage, où il interprète le policier. Il participera à la série jusqu'à son arrêt en 74. C'est pendant cette deuxième période que son jeu va atteindre son apogée et que Jean-Claude Michel va réaliser des performances exceptionnelles. Il excelle notamment dans les personnages intelligents, flegmatiques et machiavéliques, et sera parfait dans les pièces de Pierre Frachet. On peut le voir à l'œuvre dans l'émission Micro et Caméra du 14 février 70. Le deuxième acteur qui a fait les beaux jours de la série est sans nul doute Jean-Marie Fertet. Jean-Marie Fertet a très peu tourné au cinéma, et a surtout joué dans des séries télévisées. C'est finalement la radio qu'on lui a confié le plus de rôles. Après une brève apparition dans Faits divers, il intègre les Maîtres du Mystère en 61 et va très vite s'imposer comme un pilier de l'émission. Jean-Marie Fertet a une voix très chaude et un timbre incomparable. Il est toujours très bon, même dans les mauvaises pièces, et brille particulièrement dans les rôles tragiques. Je n'arrive pas à expliquer pourquoi il est resté inconnu du grand public, alors que c'est un immense comédien. Un autre comédien qui est toujours excellent dans Le Maître du Mystère, c'est Henri Crémieux. Sociétaire de la Comédie Française, il est apparu dans plusieurs films de Sacha Guitry, ainsi que dans Le Président d'Henri Verneuil et dans Les Demoiselles de Rochefort. Il a aussi joué dans de nombreux feuilletons et fut l'acteur principal de la série télévisée de Pierre Billard, que j'ai rapidement évoqué tout à l'heure, Un mystère par jour. À la radio, il a participé à peu près toutes les séries et a travaillé pour Pierre Billard du jeu du mystère et de l'aventure jusqu'à la toute fin de Mystère Mystère. Compte tenu de son âge, il était spécialisé dans les rôles de sexagénaires distingués. Sa diction et son élocution vieille France donnent beaucoup de saveur à ses prestations. Je voudrais aussi évoquer Pierre Trabeau, que le grand public connaît surtout pour son rôle dans La Guerre des boutons, où il incarne l'instituteur. Il a également doublé Marlon Brando dans quelques films et a prêté sa voix à plusieurs personnages de dessins animés, comme Daffy Duck, Joe Dalton ou Popeye. Pierre Trabeau a surtout été très actif à la radio et a participé à quantité de séries. Il a notamment eu un rôle récurrent dans la série Détective en pantoufles et collaborera avec Pierre Billard de Faits divers jusqu'à Mystère Mystère. Pierre Trabeau est un acteur extrêmement complet, aussi bon dans les pièces à action que dans celles plus psychologiques. Il est excellent pour jouer les hommes dans le pétrin, les malfrats, mais aussi les jeunes naïfs et les amoureux transis. Autre acteur incontournable de la série, Jean-Marie Amato. Amato est un grand nom de la radio puisqu'il fut la voix de Furax dans la série de Pierre Dac et Francis Blanche, signée Furax. C'était surtout un comédien doté d'un flair incroyable. À l'époque de Faits divers, Pierre Véry avait remarqué que lorsqu'on lui donnait une pièce à lire, il lisait la première scène exactement comme s'il avait deviné la fin de la pièce. Quant à sa voix, elle est extraordinaire. Je tenais d'autant plus à évoquer Jean-Marie Amato qu'il a eu une fin tragique. Il s'est suicidé à seulement 35 ans, en 1961, alors qu'il participait encore au Maître du Mystère. Difficile de ne pas mentionner Jean Topard, acteur très célèbre dans les années 60 pour son rôle de l'inquiétant Sir Williams dans le feuilleton Rocambole. Jean Topard est surtout connu pour sa voix inimitable, qui l'a conduit à faire des lectures mais aussi du doublage. Il est notamment la voix du narrateur dans Rémi sans famille et dans Les Mystérieuses Cités d'Or. À la radio, il a rejoint Pierre Billard dès le jeu du mystère et de l'aventure et fut très présent dans Faits divers et au début des Maîtres du Mystère. Excellent dans les rôles sombres ou mystérieux, Jean Topard brille en particulier dans les rôles de récitants, utilisés dans certaines adaptations de romans. Autre acteur qui a travaillé avec Pierre Billard de Faits divers jusqu'à Mystère Mystère, Jacques Morel. Jacques Morel a joué dans plusieurs films de Sacha Guitry et Marcel Pagnol et a prêté sa voix à Obélix dans les 3 premiers Astérix. Dans Les Maîtres du Mystère, il sera abonné au premier rôle et a notamment beaucoup joué les commissaires de police grâce à sa voix grave et puissante. Ses prestations sont toujours remarquables. Je mentionnerai également Christian Allers, un acteur connu du grand public pour son rôle du commissaire Lavedan dans la série Marie Pervenche, mais également pour être la voix de Babar. Christian Allers est arrivé assez tardivement dans Les Maîtres du Mystère. Il est toujours très bon et s'illustre particulièrement dans le registre comique et dans les rôles de cocu ou de mari infidèle. Il est parfait dans les pièces de Fred Cassac. Je voudrais aussi évoquer le seul comédien régulier que Pierre Billard a recruté dans les dernières années de la série. Il s'agit de Pierre Michael, un acteur belge qui est arrivé dans Mystère Mystère en 71. En 3 ans, il participera à une dizaine de pièces et apportera un souffle nouveau à la série. Il est notamment remarquable dans les rôles de maître chanteur, d'escroc ou de pauvre type. Parmi les autres interprètes masculins qui ont régulièrement participé au Maître du Mystère et ont marqué la série, il faut également citer Pierre Delbon, un acteur totalement méconnu, excellent dans les personnages fourbes, nerveux ou maladroits, et qui a travaillé avec Pierre Billard durant plus de 20 ans. Henri Poirier, un des acteurs fétiches de Jean-Pierre Mocky. Dans Les Maîtres du Mystère, il interprète surtout des Français moyens et est très bon pour jouer les hommes stressés et les lâches. Jean-Pierre Lituac, un des comédiens qui a le plus joué dans Les Maîtres du Mystère. Il a une diction notable
et a beaucoup interprété les médecins, les avocats ou les notaires. Louis Arbessier, un grand acteur de théâtre qui a joué pendant 22 ans à la Comédie Française et qui fut le premier commissaire Maigret à la télévision. Dans Les Maîtres du Mystère, il a toujours des premiers rôles. Maurice Chevite, qui est surtout connu pour son rôle de Marius dans Les Bronzés font du ski. Il a commencé dans Les Maîtres du Mystère par des petits rôles, souvent des chauffeurs de taxi, avant de passer au premier plan. Il est particulièrement bon dans le registre comique. Maurice Biraud, qui était animateur sur Europe numéro 1 et a joué dans Le Cave se rebiffe et Mélodie en sous-sol. Il a surtout joué dans les premières pièces des Maîtres du Mystère. Henri Vire-le-Jeu, qui a une manière de parler très années 50 et a été très souvent utilisé pour jouer les gens du peuple. Il est également très bon pour maquiller sa voix. Pierre Constant, qui arrive assez tard dans la série et qui sera surtout cantonné au rôle de jeune. Robert Murzeau, un excellent acteur à la voix très singulière qui se distingue particulièrement dans les rôles de crapules. Henri Guizol, un comédien parfait pour incarner les personnages cyniques et fantaisistes et qui a un petit côté anglais. Marcel André, le doyen des acteurs de la série, qui est né en 1885 et a participé au Maître du Mystère jusqu'en 1966. Il a souvent joué les oncles à héritage. Henri Wilbert, un comédien marseillais à l'accent chantant et qui est excellent dans les rôles de commissaire. Marcel Bozufi, un acteur à la voix grave et qui s'est souvent vu confier des rôles de truand ou de ripou. Georges Chamara, sociétaire de la Comédie Française et père de Jean Châtenay, qui est surtout bon comme narrateur. Jacques Illing, un acteur à la voix rocailleuse reconnaissable entre toutes. Robert Marcy, qui est de la famille de la comédienne Rachel et spécialiste des rôles de jeunes premiers. Jean Ozen, un acteur à la voix incroyable, parfaite pour la radio et qui est excellent dans le personnage pompeux. A noter également la participation à plusieurs pièces des Maîtres du Mystère d'un comédien nommé Jacques Anquetil, qui ne doit pas être confondu avec le célèbre coureur cycliste dont il est simplement un homonyme. Je signalerai enfin que de grands doubleurs, voix extrêmement connus, ont participé aux Maîtres du Mystère. Il est intéressant de les écouter dans un registre très différent de leur rôle habituel. Parmi les célèbres doubleurs que l'on peut entendre dans les Maîtres du Mystère, on peut citer André Valmy, doubleur de Walter Matthau et qui est également la voix de Robert Shaw dans Les Dents de la Mer, de Laurence Olivier dans Marathon Man, de Vitalis dans le dessin animé Rémi sans famille, et d'Henri Varnimont dans la série Punky Brewster. André Valmy est l'un des acteurs les plus capés des Maîtres du Mystère. Souvent cantonné au rôle de commissaire, il est excellent dans les personnages bougons. Claude Bertrand, qui est la voix de Roger Moore, de Charles Bronson, de Bud Spencer ou de Baloo dans Le Livre de la Jungle. Philippe Dumas, qui est la voix de Gargamel, de Picsou, de Satanas dans Les Fous du Volant, d'Obi-Wan Kenobi, de Philippe Drummond dans la série Arnold et Willy, et du sergent Schultz dans Papa Schultz. Henri Labussière, qui est la voix de Panoramix dans plusieurs Astérix, et du professeur Tournesol dans la série télévisée des aventures de Tintin, diffusée en 92. Dominique Paturel, célèbre voix de JR dans Dallas, et d'Hannibal dans l'agence Tourisque. Guy Pierrot, qui est la voix française de Bugs Bunny et de Max la Menace. Roger Carrel, une des stars du doublage, qui est notamment la voix d'Astérix, d'Alf, de Kermit la Grenouille, de Peter Sellers dans La Panthère Rose, de Benny Hill, de David Suquette dans la série Hercule Poirot. Henri Djanik, qui est la voix de Kojak et de Barracuda dans l'agence Tourisque. Pour ce qui est des comédiennes, je commencerai par évoquer Eveline Selena, une actrice qui n'a pas pu faire carrière dans le cinéma à cause de son physique, et qui s'est finalement rabattue dans le doublage, où elle s'est rapidement imposée comme l'une des toutes meilleures. Elle est notamment la voix de la princesse Leia dans La Guerre des Étoiles, de Sue Ellen dans Dallas, de Kelly Garrett dans Drôle de Dame, ou du Dr Queen dans la série du même nom. Elle a commencé à enregistrer des pièces radiophoniques, ainsi que des programmes pour la jeunesse, sur la radio marocaine, et arrive dans Les Maîtres du Mystère en 61 sur recommandation de Georges Chamara. Eveline Selena sera l'une des piliers de l'émission et participera à la série jusqu'à la fin. Avec sa voix très féminine, elle excelle dans les rôles de jeune fille, mais se montre également parfaite dans ceux de manipulatrice. La deuxième comédienne dont je voudrais parler est Martine Sarcey. Martine Sarcey a énormément joué au théâtre, elle a même reçu un Molière en 2004 et est apparue dans plusieurs films à succès, comme À nous les petites anglaises, Un éléphant ça trompe énormément ou Prof. Elle est surtout connue du grand public pour sa participation à une série qui a eu un énorme succès dans les années 70, La Porteuse de Pain. Martine Sarcey est également une des grandes figures du doublage. Elle est notamment la voix de Samantha dans la série Ma sorcière bien-aimée et a doublé Audrey Hepburn dans la plupart de ses films. Pour ce qui est de la radio, elle est recrutée par Pierre Billard à l'époque de Faits divers et participera à beaucoup de pièces au début des Maîtres du Mystère.
Avec sa voix douce et sensuelle, elle jouait alors surtout des rôles de jeune fille vertueuse et était souvent associée à Jean-Claude Michel. À partir de Mystère Mystère, ses apparitions seront très ponctuelles, mais elle aura désormais des mauvais rôles. Autre actrice incontournable, Rosy Vart. Rosy Vart a joué dans plusieurs films populaires comme Mon oncle Benjamin, Le Viager, Le Pistonné ou Peur sur la ville. Elle a également intégré la comédie française dans les années 70. Elle est surtout connue du grand public pour avoir été l'héroïne d'un célèbre sitcom des années 80, Maggie. Rosy Vart a également fait beaucoup de radio et a notamment participé à un feuilleton radiophonique très populaire dans les années 60 et qui sera adapté à la télévision, Noël aux 4 vents. Elle a commencé sa collaboration avec Pierre Billard dans Faits divers et participera régulièrement au Maître du Mystère jusqu'en 1974. Avec sa voix grave, elle excelle dans les rôles de femme fatale. Autre comédienne fétiche de Pierre Billard, Bernadette Lange. Bernadette Lange vient du théâtre classique et a participé à la création en 1943 de Sodome et Gomorrhe de Jean Giraudoux, aux côtés de Gérard Philippe. Elle s'est aussi consacrée à la mise en scène et a dispensé des cours d'art dramatique. Elle rejoint les Maîtres du Mystère en 1958 et participera régulièrement à la série jusqu'à la fin. Elle s'illustre particulièrement dans les rôles de vieilles filles ou de femmes fragiles. Parmi les actrices qui ont le plus joué dans les Maîtres du Mystère, il faut bien sûr évoquer Arlette Thomas. Arlette Thomas, qui est la mère de Marc Jolivet, est une personnalité majeure du doublage. Elle est par exemple la voix de Shirley MacLaine dans la plupart de ses films, de Marion Cunningham dans Happy Days, ainsi que de Titi et de Calimero. Elle travaillera avec Pierre Billard de Faits divers jusqu'à Mystère Mystère. Elle était spécialiste des rôles d'hystérique et de mauvaise fille. Je voudrais également souligner que les Maîtres du Mystère ont régulièrement mis à l'honneur des comédiennes de plus de 80 ans. L'occasion de rendre hommage à une actrice qui a été la doyenne des Maîtres du Mystère, qui est née en 1883 et a commencé sa carrière à l'époque du muet. Cette actrice, c'est Louise Sylvie. Louise Sylvie a acquis une célébrité extrêmement tardive, puisqu'elle a dû attendre 1965 pour que son talent soit enfin reconnu à sa juste mesure, grâce au film La vieille dame indigne. Elle n'a pas joué dans énormément de pièces des Maîtres du Mystère, d'autant qu'elle est décédée en 70. Ses prestations sont cependant toutes remarquables, comme dans Chambre avec vue sur la mort, et surtout Le bateau de Tante Agathe, où à 85 ans, elle joue seule toute une partie de la pièce. Sa voix se prête extrêmement bien au format radio car elle a un aspect très effrayant, un peu comme dans le film Psychose. Parmi les autres comédiennes qui ont régulièrement participé au Maître du Mystère et ont contribué au succès de la série, il faut encore citer Maria Tamar, qui a joué dans quantité de pièces et qui est excellente dans les rôles de garce. Laurence Weber, une comédienne à la voix douce qui jouait surtout les femmes fragiles et les victimes. Jacqueline Rivière, qui a énormément joué au début de la série et qui a une voix de jeune fille espiègle. Nicole Verville, qui est l'épouse du comédien Philippe Dumas et joue la femme de l'adjudant Gerbert dans Le Gendarme de Saint-Tropez. Nelly Delmas, qui était très présente au début de la série dans les rôles de manipulatrice. André Tincy, une actrice belge qui a joué à la Comédie Française et a souvent été cantonnée au rôle de vieille domestique et de cuisinière. Paul Emmanuel, un grand nom du doublage, qui était la voix d'Elizabeth Taylor, de Lorraine Bacall, de Miss Moneypenny dans James Bond et Cinnamon Carter dans Mission Impossible. C'est également l'épouse du comédien Jean-Claude Michel. Jane Marken, une grande star avant-guerre, qui a joué dans Hôtel du Nord et Les Enfants du Paradis, et qui a été la première femme de Jules Berry. Yvonne Clèche, spécialiste des rôles de femmes mûres délurées. Edith Loria, qui a beaucoup joué dans les dernières années de la série. Berthe Bovy, une comédienne belge qui fut une grande actrice de la Belle Époque, élève de Sarah Bernhardt à la Comédie Française. Elle a fait plusieurs apparitions dans Les Maîtres du Mystère dans des rôles de vieille dame. Hélène Dieudonné, qui est née en 1887 et fut surnommée la plus charmante grand-mère du cinéma français. Elle a joué dans Les Maîtres du Mystère jusqu'à 86 ans. Geneviève Morel, qui a presque uniquement interprété des concierges. Marie-Jeanne Gardien, spécialiste des rôles de femmes de ménage, d'adolescents et de vieillardes. Lisette Lemaire, une actrice pas du tout connue, mais qui a énormément joué des seconds rôles dans Les Maîtres du Mystère, et qui est très bonne dans les rôles de femmes naïves, voire de gourdes. Régine Blesse, qui a joué la Comédie Française et est la doubleuse de Betty White. Marguerite Cassan, qui après son passage dans Les Maîtres du Mystère a adapté et écrit des pièces pour le Théâtre de l'Étrange. Enfin Micheline Bonnat, une actrice à la voix singulière, qui était la voix française du démon dans le film L'Exorciste, et a souvent joué des rôles de mauvaise fille dans Les Maîtres du Mystère. Je vais finir cette vidéo en mentionnant les meilleures pièces de la série. Un mot pour dire en préalable que contrairement à ce qu'on pourrait penser, il y a assez peu de pièces des Maîtres du Mystère qui peuvent être cataloguées dans le registre policier, à l'instar d'une série télévisée dans laquelle un commissaire ou un détective mène une enquête pour résoudre un crime.
Les pièces des maîtres du mystère sont davantage des pièces à suspense, où les rebondissements et la chute sont privilégiés à la résolution d'une énigme. Dans un grand nombre de pièces, il n'y a d'ailleurs ni meurtre ni policier. Sur les 347 pièces des maîtres du mystère et les 227 pièces de Mystère Mystère, il faut reconnaître qu'un grand nombre ont mal vieilli et ne peuvent vraiment intéresser que les fans de la série. Le plus souvent, c'est le dénouement qui est décevant. Il n'en reste pas moins qu'une quantité non négligeable de pièces méritent vraiment le détour et peuvent intéresser les néophytes, que ce soit pour la qualité de l'intrigue ou l'atmosphère. Je vais d'abord évoquer les meilleures adaptations de romans, puisque c'était quand même le concept initial des maîtres du mystère. Évidemment, mes choix sont subjectifs, et des amateurs de la série auraient certainement cité d'autres pièces. Pour ma part, j'ai surtout privilégié les pièces les plus accessibles à un large public, voire à des profanes, celles qui ont le mieux vieilli et qui peuvent être appréciées dès la première écoute. Certaines ont été rééditées en cassette, d'autres sont totalement inconnues. Je vais les présenter par ordre chronologique de leur diffusion. La première que je souhaitais évoquer, c'est le meurtre de Roger Ackroyd, chef-d'œuvre d'Agatha Christie, publié en 1926, adapté par la radio par Jean Cosmos et diffusé dans Les Maîtres du Mystère le 22 octobre 1957, soit une semaine seulement après le lancement de la série. C'est une histoire policière classique. Un meurtre dans un petit village anglais où un riche notable, Roger Ackroyd, est assassiné. L'enquête est menée par Hercule Poirot, joué par Henri Crémieux. L'originalité de cette pièce est la présence d'un personnage, le docteur Shepard, interprété par Georges Chamara, qui tient le de narrateur et alterne successivement des monologues à la première personne à destination de l'auditeur, comme dans un livre, et des dialogues avec les autres personnages, comme dans une pièce de théâtre. C'est une combinaison qui a été peu utilisée dans Les Maîtres du Mystère, mais donne de très bons résultats. Elle permet en outre au monologue lu de servir de transition entre les scènes à la place des intermèdes. Dans cette pièce, grâce à l'absence d'images, le procédé narratif fonctionne aussi bien que dans le livre d'Agatha Christie, ce qui n'est pas du tout le cas des adaptations au théâtre ou à la télévision. Quant à Georges Chamara et Henri Crémieux, ils sont épatants. La deuxième pièce que j'ai choisie s'intitule La vieille dame sans merci. Elle est tirée d'un roman de Maurice Bernard Andreb, adapté par l'auteur, et diffusé le 29 avril 1958. C'est une histoire policière classique qui met en scène l'héroïne créée par Maurice Bernard Andreb, Elvire Prentice, jouée par Berthe Bovy. La vieille dame a été contactée par une actrice de cinéma, Nora Dora, interprétée par Rosie Vart, qui a reçu des menaces de mort et qui a convié Elvire Prentice à une grande soirée organisée dans sa propriété afin de mener l'enquête. Mais durant les festivités, une invitée est empoisonnée. L'atmosphère de cette pièce est savoureuse, en particulier la scène du crime. L'histoire est en revanche un petit peu compliquée car il y a beaucoup de personnages. Berthe Bovy réalise une très bonne prestation en vieille détective, de même que Jean Ozen, qui campe un historien candidat à l'Académie française. Autre pièce à écouter, In Extremis, tirée d'un roman à suspense d'André Picot, adapté pour Les Maîtres du Mystère par Jean Châtenay et diffusé le 13 mai 1958. Martine Sarcey interprète Joëlle, une jeune fille de 22 ans qui vit avec sa tante en banlieue parisienne. La nuit précédant son concours pour devenir institutrice, elle est abordée à un arrêt de bus par un inconnu qui la convainc de le suivre jusqu'à un hôpital. Elle est alors conduite dans la chambre d'un banquier, Pierre Rival, sur le point de mourir après avoir été renversée par une voiture. Le banquier a demandé à ce qu'on lui amène la première venue et propose à Joëlle de l'épouser sur son lit de mort afin d'empêcher son frère d'hériter de sa fortune considérable. La jeune fille accepte, et le mariage est contracté quelques instants avant que le banquier ne s'éteigne. Lors de l'enterrement, Joëlle, désormais richissime, est abordée par un détective privé, Maurice Didier, interprété par Jean-Claude Michel, qui lui annonce que son défunt mari n'a pas été victime d'un accident, mais été assassiné par son frère. L'atmosphère de cette pièce est sans doute l'une des meilleures de la série, et la musique est très prenante. Martine Sarcey et Jean-Claude Michel sont excellents. Seule la fin est malheureusement un petit peu bâclée. Dans un registre très différent, je voudrais également présenter Crêpe Suzette, une pièce tirée d'un roman de Fred Cassac, adapté par Jean Cosmos et diffusé le 1er décembre 1959. Elle a pour personnage central Norbert, interprété par Henri Guizol, fondé de pouvoir d'un vendeur de bijoux fantaisie. Dramaturge à ses heures perdues, Norbert a puisé dans la caisse afin de monter la pièce qu'il a écrite. Comme il sait qu'il lui sera impossible de dissimuler ses malversations, il décide de se débarrasser de son patron, Claude, interprété par Pierre Trabeau. Claude a un gros problème. Il ne plaît pas aux femmes. Norbert va alors mettre en place un plan machiavélique en présentant à Claude une jeune dactylo jouée par Nelly Delmas afin qu'il tombe amoureux, ce qui permettra à Norbert de simuler un suicide. Cette pièce a seulement 5 personnages, plus proche du vaudeville que du roman policier, et pleine d'humour noir, de bons mots et de répliques mordantes. Elle est très représentative d'une époque sans tabou, où l'on s'amusait avec la mort, et où les auteurs ne craignaient pas de donner le bon rôle aux assassins. Henri Guizol est excellent séducteur cynique. Je tenais aussi à parler d'une pièce qui est très peu connue et qui n'a jamais été rééditée en cassette ou en CD.
Elle a pour titre Permission de détente et est tirée d'un roman de Michel Lebrun, adapté par Michel Averland et diffusé le 22 décembre 1959. C'est l'histoire de deux camarades de régiment, Gilles Rochefort, joué par Philippe Mareuil, et Robert Anduze, joué par Pierre Trabeau, qui effectuent leur service militaire et ont obtenu une permission de quelques jours. Gilles propose à Robert de l'accompagner dans sa maison de campagne, dans le Midi, où l'attend sa femme, Paulette. Mais lorsqu'au petit matin, les deux amis arrivent à la gare de Nîmes, Paulette n'est pas là. Après l'avoir longtemps attendu, ils décident de se rendre chez Gilles. À leur arrivée, ils découvrent que la cafetière et la radio sont encore en marche, mais la maison est vide. Pensant qu'ils se sont croisés, les deux amis attendent Paulette, mais celle-ci ne réapparaît toujours pas. Petit à petit, Robert va suspecter son ami de lui dissimuler la vérité et l'accuse d'avoir assassiné sa femme. Dans cette pièce, l'atmosphère, le rythme et le suspense haletant font penser à un film d'Alfred Hitchcock. On se prend très vite au jeu et les deux comédiens sont remarquables. Une autre pièce très peu connue, mais qui est l'une des meilleures de la série, Tous les chemins mènent à Vienne, tirée d'un roman de deux auteurs suisses, Maurice Roland et Paul Alexandre, adapté pour la radio par Charles Maître et diffusé le 19 avril 1960. L'histoire est très simple. Christiane Lambert, interprétée par Rosy Vart, est une femme extrêmement jalouse qui croit que son mari, joué par Jacques Morel, la trompe avec une chanteuse célèbre. Elle recourt au service d'un détective privé, joué par Henri Crémieux, avec pour mission de filer son mari jusqu'à Vienne, où il doit se rendre pour un voyage d'affaires. Le détective prend une place dans le même avion et aperçoit effectivement le mari de sa cliente en compagnie de la chanteuse. Mais arrivé à Vienne, il va rapidement découvrir que l'homme qu'il a pour mission de filer n'est pas seulement un mari infidèle, mais s'avère également être le chef d'un réseau international de proxénétisme et de drogue. Le point fort de cette pièce, c'est son dénouement totalement inattendu et jubilatoire, et qui ne pourrait pas se faire au théâtre, à la télévision ou au cinéma à cause de l'image. Autre pièce à mentionner, Esprit de famille de Michel Cousin, adapté pour la radio par Jean Cosmos et diffusé le 12 mars 1963. Cette pièce met en scène une famille bourgeoise, les Fagui-Mazard, qui vit dans une petite ville de province. Denise habite avec son mari, Robert, qui dirige l'usine familiale, mais également avec sa mère, ses deux oncles et sa tante. La jeune femme n'a pas connu son père, qui a abandonné sa mère avant sa naissance, et pense que celui-ci vient brusquement de refaire surface pour faire chanter sa famille. Elle va alors tenter de découvrir son secret. L'atmosphère de cette pièce est très prenante, notamment grâce aux intermèdes. L'intrigue est bien ficelée, le dénouement réussi, le tout couronné par une excellente distribution. Martine Sarcey joue Denise, Jean-Claude Michel interprète Robert, Rosy Vart la mère de Denise, et Henri Crémieux et Maurice Chevite les deux oncles. Je souhaitais également évoquer une pièce tirée d'un roman de Charles-X Braya, et qui a pour titre « Quel gâchis inspecteur ». Elle a été adaptée par Charles Maître et fut diffusée le 20 mai 1964. L'histoire se passe en Angleterre. Une jeune femme, Joyce Anderson, jouée par Rosy Vart, se rend à Scotland Yard. Elle y est reçue par l'inspecteur Morlock, interprété par Jean-Marie Fertet, à qui elle révèle que quelques semaines plus tôt, son mari a été témoin d'un accident de la route qui a défrayé la chronique, au cours duquel une femme et son enfant ont été tués par un chauffard qui a pris la fuite et n'a toujours pas été identifié. Joyce Anderson annonce aux policiers que son mari a reconnu le chauffard sur une photo publiée dans le journal à la rubrique des mariages. Cet homme est un certain Melvin Davis, un ancien truand qui s'est officiellement rangé et gère désormais un cabaret. L'inspecteur Morlock va alors tout entreprendre pour appréhender Davis. L'intrigue de la pièce est excellente, de même que le dénouement. Jean-Marie Fertet est parfait dans le rôle de l'inspecteur Morlock, de même que Jacques Killing qui joue son supérieur. Enfin, les intermèdes apportent beaucoup de rythme à la pièce. La dernière adaptation de roman que je désirais mentionner a pour titre Le Miroir obscur. Elle est tirée d'un roman d'Hélène McCloy, publié en 1950, adapté pour la radio par Maurice Bernard Andreb et diffusé le 14 octobre 1964. Il s'agit de la toute dernière adaptation de roman réalisée dans les Maîtres du Mystère. C'est l'histoire d'une professeure de dessin, Faustina Kreil, jouée par Evelyne Selena, qui enseigne à Burton, une prestigieuse pension de jeunes filles, et qui apprend son renvoi en pleine année scolaire sans que la directrice veuille lui en révéler la raison. L'année précédente, elle avait déjà connu la même déconvenue dans un autre établissement. Accablée, elle accepte l'aide d'un psychiatre, Basil Willing, joué par Henri Crémieux, qui se rend à Burton et découvre la raison de son renvoi. Des témoins dignes de foi affirment que Faustina s'est plusieurs fois dédoublée, apparaissant simultanément en des lieux éloignés. Même mésaventures dans son précédent établissement. Willing va alors tenter de faire la lumière sur ces épisodes afin de savoir si Faustina est victime d'une machination ou si elle possède un pouvoir parapsychique. L'atmosphère et l'intrigue sont des plus réussies dans cette pièce qui flirte avec le fantastique. A noter qu'il s'agit de la plus longue pièce de la série puisqu'elle dure 1h10.
Pour finir, je vais évoquer les meilleures pièces originales. L'avantage des pièces originales, c'est qu'elles sont beaucoup plus accessibles aux novices que les adaptations de romans, car elles comportent moins de personnages et sont plus dépouillées. Si on y perd un petit peu en atmosphère, les textes sont en revanche de meilleure qualité. En règle générale, les meilleures pièces originales sont celles où les auteurs ont le plus cherché à se démarquer de la télévision en bâtissant un scénario ou une intrigue qu'il était impossible de transposer sur le petit écran. Si la quasi-totalité des pièces originales que je mentionnerai ont été diffusées dans l'émission Mystère Mystère, la première que je vais présenter est beaucoup plus ancienne puisqu'elle remonte à faits divers. Il s'agit d'une pièce de Jean Cosmos intitulée La fine équipe et diffusée le 25 juin 1957. Comme toutes les pièces écrites pour faits divers, elle a pour origine une coupure de presse envoyée par les auditeurs. Celle qui a inspiré Jean Cosmos est cette information parue dans Paris Presse. En 1956, 746 assassins impunis circulent en liberté en France. L'auteur s'en est servi pour bâtir l'intrigue suivante. Persigny, un puissant et influent industriel, joué par Henri Crémieux, convoque chez lui un jeune inspecteur de police nommé Le Guérec, interprété par Marcel Bozuffi. Après avoir servi un porto à son hôte, Persigny lui annonce que quelques mois plus tôt, il a commis le crime parfait en assassinant son associé, un Allemand nommé Mortensen. Il l'explique qu'il a asphyxié avant d'incinérer son corps dans un four de l'usine. Persigny donne au policier tous les détails du crime et se vante d'avoir méthodiquement détruit toutes les preuves du meurtre, jusqu'au four qui a servi à la crémation. Il le met enfin au défi de prouver sa culpabilité. Dans cette pièce, l'une des premières de la série avec seulement 2 personnages, on assiste à une sorte de match d'échecs psychologique entre les 2 protagonistes. Ce qui est remarquable, c'est que Jean Cosmos va justement servir de l'information parue dans Paris Presse, et qui est à l'origine de la pièce, comme d'un argument dont usera le policier pour tenter de piéger le meurtrier. La deuxième pièce que je souhaitais évoquer a été diffusée dans Les Maîtres du Mystère le 27 mai 1964, et s'intitule La Complice. Elle est l'œuvre de Louis C. Thomas. Jacques Morel y interprète Philippe Sérignan, un homme d'affaires endetté qui a décidé de faire disparaître sa femme afin de toucher l'énorme assurance-vie qu'il a contractée. Pour y parvenir, il maquille son meurtre en accident de voiture et grâce à sa complice, jouée par Bernadette Lange, il se ménage un alibi irréfutable lors d'un week-end dans la maison de campagne de ses amis. La pièce ressemble à un épisode de Colombo, avec Henri Poirier dans le rôle du commissaire. Elle est remarquablement construite, avec un dénouement d'anthologie. Malgré le petit nombre de personnages, l'atmosphère est excellente, notamment grâce aux intermèdes et à l'interprétation de Jacques Morel. Louis C. Thomas en a même fait un roman qui sera publié 2 ans plus tard sous le même titre. J'ai également choisi de parler d'une pièce peu connue, écrite par Alain Franck et diffusée le 13 juin 1967. Elle a pour titre « Michel Castres a disparu ». Une jeune femme, Claude Castres, jouée par Arlette Thomas, se rend au bureau des recherches dans l'intérêt des familles pour signaler les disparitions de son mari, Michel, un comptable âgé de 35 ans. Les 2 policiers qui enregistrent la plainte sont partagés. Le premier estime qu'il s'agit de la conséquence d'une banale affaire d'adultère et veut classer le dossier. Mais le second, interprété par Maurice Chevite, ému par la détresse de la jeune femme, décide de mener l'enquête à son propre compte. Après quelques jours de recherche, il finit par retrouver la trace du disparu dans le Midi. L'inspecteur se rend chez cet homme, qui a pris le nom de Marcel Châtelier, et qui est interprété par Jean-Marie Fertet, et essaie de le convaincre de reprendre contact avec sa femme. Cette pièce est très particulière. Elle se présente comme une banale affaire conjugale, jusqu'au moment où l'on assiste à un rebondissement totalement inattendu, et qui est l'un des plus réussis de la série. C'est assez étonnant qu'il n'ait jamais été réédité en cassette ou en CD. Autre pièce très peu connue et que je tenais à mentionner, Al Capone est mort dans son lit de Jean Châtenay, qui a été diffusé le 5 novembre 1968. C'est une pièce en un seul plan séquence avec 2 personnages. Le commissaire Geoffroy, interprété par Pierre Trabeau, vient arrêter un ancien truand nommé Caravec, joué par Claude Bertrand, pour le meurtre d'un gangster avec lequel il était en conflit depuis plusieurs années. Le policier décortique en détail le mobile et les circonstances du meurtre, démonte l'alibi du truand et prouve sa culpabilité malgré les dénégations de celui-ci. Mais au moment où le commissaire demande à Caravec de le suivre, celui-ci va jouer sa dernière carte. Il a en effet découvert une petite faille dans la carrière du commissaire modèle et va s'en servir comme moyen de pression. Durant toute la deuxième moitié de la pièce, les rôles sont alors inversés. C'est le commissaire Geoffroy qui se retrouve dans la place de l'accusé et le truand dans celle du policier. C'est une pièce très originale et très psychologique, dans laquelle on assiste à une véritable partie d'échecs entre un truand chevronné prêt à tout pour échapper à la justice et un jeune commissaire prometteur confronté à un vrai dilemme moral. Sacrifier sa carrière ou laisser un assassin impuni. Autre pièce absolument incontournable, Le Voyage en Grèce, qui était diffusé le 6 mars 1973. L'auteur est Edmond Constant, qui n'a écrit que 2 pièces. C'est sans aucun doute la pièce la plus atypique de la série, puisqu'il s'agit d'un monologue, ou plus exactement d'un dialogue entre 2 personnages dont l'un ne peut pas parler. Il n'y a par conséquent qu'un seul comédien, Christian Allers. Il interprète Georges, un homme d'une 50aine d'années,
qui vient de passer tous les jours quelques heures avec son ami d'enfance, Hervé, resté paralysé et privé de l'usage de la parole à la suite d'une violente attaque cérébrale. Georges lui remémore des souvenirs de jeunesse, notamment leur rêve toujours inaccompli d'un voyage en Grèce. Peu à peu, il se laisse aller aux confidences et lui fait part de ses blessures et de ses rancœurs, avant de se livrer à plusieurs révélations explosives. Le rythme de la pièce commence doucement, mais ne cesse de monter en crescendo jusqu'au dénouement final, totalement inattendu et jubilatoire. Christian Allers incarne à la perfection ce personnage faible, qui a toujours été dans l'ombre de son ami, et qui, savourant sa revanche de le voir mourant, révèle peu à peu son vrai visage. Sa prouesse est remarquable, puisqu'il parvient seul à tenir en haleine l'auditeur durant presque 1 heure. Pierre Billard parlait souvent de cette pièce, et s'enorgueillissait de l'avoir produite. Une autre pièce exceptionnelle, et qui pourrait notamment plaire à ceux qui n'aiment pas le genre policier, Oncle Mike est arrivé, de Rodolphe Maurice Arlo, qui a été diffusé dans les Mystères de l'été le 4 septembre 1972. L'histoire se déroule aux États-Unis. Oncle Mike, joué par Jean-Marie Fertet, est une ancienne gloire d'Hollywood qui anime une célèbre émission de radio de type SOS Amitié pour venir en aide aux désespérés. Un soir, alors que l'émission vient de se terminer, il est contacté par téléphone par une inconnue, jouée par Bernadette Lange, qui le supplie de venir chez elle et menace de se suicider. Oncle Mike accepte le rendez-vous et se rend chez l'inconnue. Au cours d'une discussion à bâton rompu, il découvre qu'elle sait énormément de choses compromettantes sur son passé, et en particulier sur sa fuite de Hongrie, son pays de naissance, lors des événements de 1956. On ne connaîtra l'identité de l'inconnu qu'au cours du dénouement qui est extrêmement bien amené. C'est très certainement la pièce de la série avec le plus de fond. S'y succèdent de profondes réflexions sur le suicide, les médias, la réussite. Quant à Jean-Marie Fertet et Bernadette Lange, ils sont au sommet de leur art. Étant donné que j'ai préféré me restreindre à une seule pièce par auteur, choisir une pièce de Fred Cassac a été très difficile, puisque tout ce qu'il a écrit pour la série vaut le détour. J'ai finalement opté pour Tendre aux aveux, une pièce à 5 personnages, diffusée le 20 juin 1972. Elle met en scène un couple, les Chambarans, interprétés par Yvonne Clèche et Henri Poirier, propriétaires d'une vaste propriété dans le Morbihan, et qui louent plusieurs de leurs chambres afin de financer l'entretien des lieux. C'est ainsi qu'ils vont assister à la soudaine idylle entre 2 locataires en quête de tranquillité et de solitude. Philippe Cerisier, joué par Jean-Marie Fertet, et Véronique Villemur, interprétée par Evelyne Selena. Sauf qu'on ne tarde pas à apprendre, grâce à de mystérieuses conversations téléphoniques avec un commissaire, que l'un des 2 locataires est en réalité un policier chargé d'obtenir par la ruse les aveux d'un meurtrier. Le suspense est haletant, puisque jusqu'au dénouement, on ignorera qui de Véronique ou de Philippe est le policier. Comme toujours chez Fred Cassac, la pièce est pleine d'humour et de répliques mordantes. La scène où Philippe déclare sa flamme à Véronique en s'inspirant de la tirade de Cyrano est géniale. Quant à la chute finale, elle est grandiose. Pour choisir une pièce de Pierre Frachet, je me suis heurté au même dilemme qu'avec Fred Cassac. Au départ, je voulais évoquer une pièce peu connue, comme Au four et au moulin, ou Ça ne sortira pas de la famille, qui sont, j'ose le dire, de petits chefs-d'œuvre. J'ai finalement opté pour une pièce plus connue, mais tout aussi remarquable, et qui surtout pourrait davantage plaire aux novices. Il s'agit de Dans un fauteuil, qui était diffusé dans les Mystères de l'été le 8 juillet 1969. Comme toujours avec Pierre Frachet, l'histoire est un peu complexe, et je vais tâcher de la résumer. Un ancien truand, surnommé Soliste, interprété par Marcel Bozuffi, invite chez lui un soir son ex-comparse, Fredo, joué par Pierre Trabeau. Désormais rangés, les 2 hommes ne se sont pas revus depuis leur sortie de prison 12 ans auparavant. Si Soliste a soudainement recontacté Fredo, c'est parce qu'il a découvert par le plus grand des hasards que la bande d'un célèbre malfrat s'apprêtait à dévaliser prochainement la salle des coffres d'une banque qui se trouve juste en face de chez lui. Ayant une jambe dans le plâtre, Soliste s'est résolu à faire appel à son ancien complice afin de doubler la bande de gangsters en leur subtilisant le magot une fois le coup effectué. Fredo accepte l'association en échange de la moitié du butin, et les 2 hommes mettent au point un plan. Ils ont cependant une confiance très limitée l'un dans l'autre, car 12 ans plus tôt, le butin de leur dernier braquage s'était mystérieusement volatilisé. Pour sa première pièce radiophonique, Pierre Frachet a réalisé un coup de maître. Dans un fauteuil est un petit bijou, superbement construit, avec un suspense haletant et une fin d'anthologie. On est dans l'ambiance du film Les Tontons Flingueurs, et certaines répliques sont dignes de Michel Audiard. Les intermèdes sont peut-être les meilleurs de la série et Pierre Trabeau est épatant. Je vais enfin parler de la pièce que je considère comme la meilleure de la série. Il s'agit d'une pièce écrite par Alain Bernier et Roger Marida, et diffusée le 26 août 1969 dans les Mystères de l'été, et dont le titre est La balle de match. C'est un dialogue en un seul plan séquence, entre 2 personnages. Lise, jouée par Paul Emmanuel, une femme d'affaires à la tête d'une importante agence de publicité, et son mari Guy, interprété par Jean-Claude Michel, qui a 7 ans de moins qu'elle, et qu'elle a nommé directeur de l'agence. Lise ayant besoin de repos, Guy a loué une maison isolée à 1 heure de Paris.
Un soir, alors que Guy rentre du travail, Lise décide de vider son sac. Elle lui révèle qu'il a découvert tous ses mensonges et l'accuse de vouloir l'assassiner. Mais Guy réplique, en usant d'ironie et lance froidement ses 4 vérités à sa compagne. À tour de rôle, chacun des époux marque des points comme dans un match de ping-pong. Le dialogue est dense et dramatique, les objections fusent et des aveux sont obtenus. À la fin de la pièce, le suspense est renforcé par l'entrée en scène d'un 3e personnage, dont le portrait a été esquissé dans la conversation, et qui a été engagé par l'un des 2 époux pour assassiner l'autre. La prouesse de cette pièce, c'est que ce 3e personnage reste totalement silencieux et n'est joué par aucun acteur. Ce sont les 2 comédiens qui réussissent à nous convaincre de sa présence en lui parlant. Cela fonctionne très bien et la conclusion de la pièce est parfaite. À l'époque de Mystère, Pierre Billard avait souvent essayé de produire des pièces où le crime n'était pas le point de départ de la pièce, mais son dénouement. L'exercice était très difficile et la plupart du temps la pièce était ratée. La balle de match est l'une des seules qui y parvient brillamment. Pour écouter les pièces que j'ai présentées, ainsi que des centaines d'autres, il suffit d'aller sur le site de l'Institut national de l'audiovisuel, www.ina.fr, et d'utiliser le moteur de recherche interne pour les retrouver. L'écoute est payante, mais chacune des pièces est téléchargeable au format MP3. Pour terminer, je voudrais évoquer la raison qui m'a incité à réaliser cette vidéo. Je tenais bien sûr à raconter l'histoire des Maîtres du Mystère et faire découvrir cette série à un maximum de néophytes, mais je voulais aussi, c'est ce qui était encore plus important à mes yeux, rendre hommage à tous ceux qui ont fait les grandes heures de la série, raison pour laquelle j'ai beaucoup parlé des auteurs et des comédiens. La plupart sont nés dans les années 20 et approchent aujourd'hui des 90 ans. Plusieurs grandes figures nous ont malheureusement quittés ces dernières années: Rosy Vart, Jean Topard, Alain Franck, Jean Cosmos, André Pop, Pierre Frachet, Arlette Thomas, André Valmy. Quant à leur inégalable chef d'orchestre, Pierre Billard, il est décédé le 5 avril 2012 et aucun journal n'a rapporté sa disparition. Cette vidéo lui est dédiée, ainsi qu'à tous les protagonistes des Maîtres du Mystère, avec l'espoir qu'on se souvienne d'eux dans encore très longtemps. Merci.